Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des panneaux solaires photovoltaïques en région de Bruxelles-Capitale. Alors j'insiste un peu sur le fait que c'est en région de Bruxelles-Capitale parce que certaines informations ne concerneront effectivement que la région de Bruxelles. Vous devez n'être pas censé oublier qu'en Belgique, on est dans un pays un petit peu compliqué et donc la compétence de l'énergie, elle est régionalisée et donc les infos concernant les panneaux solaires sont pas identiques en fonction dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Alors, un petit plan de ce que nous allons voir au cours de ce webinaire. On va d'abord parler de la composition d'une installation de panneaux solaires et du type de panneaux qui existe sur le marché. Ensuite, on va parler au niveau environnement et énergie par rapport aux panneaux solaires photovoltaïques. On poursuivra avec le prix d'une installation et les différents types de soutien et subventions qu'il existe à Bruxelles. On poursuivra avec la stratégie de dimensionnement et les outils d'aide à la décision pour installer des panneaux solaires. Une partie sur le financement, comment financer son installation de panneaux solaires, les différentes démarches administratives à faire avant et après l'installation des panneaux, et alors un point relativement succinct sur les communautés et le partage d'énergie à Bruxelles. Donc première partie, composition d'une installation et les types de panneaux solaires. Alors, le premier point, c'est ce qu'on appelle les modules photovoltaïques, les panneaux solaires photovoltaïques. Tout simplement, ils sont placés évidemment en toiture, soit sur une toiture inclinée comme c'est dans notre petit schéma ici, mais c'est également possible de les mettre en toiture plate. Le point 2, l'interrupteur CC ou interrupteur sectionneur, il sert en fait à couper l'alimentation de l'électricité provenant des panneaux solaires en cas de maintenance, travaux de toiture ou de diverses, si on doit toucher à l'installation électrique de la maison pour une raison ou une autre. Donc c'est un interrupteur de sécurité en fait pour pas qu'on s'électrocute. Le point 3, l'onduleur. Vous avez par exemple ici une photo d'un onduleur qui existe sur le marché. C'est la pièce maîtresse de votre installation. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'onduleur va permettre de convertir le courant continu qui provient des panneaux en courant alternatif. Dans nos habitations, ici en Belgique, on utilise du courant alternatif. Le point 4, le compteur de production, appelé plus simplement compteur vert ou compteur de certificat vert. C'est essentiel à Bruxelles tout simplement parce que c'est grâce à ce petit compteur qu'on va vous placer que vous allez pouvoir obtenir vos certificats verts. Donc, j'y reviendrai plus en détail dans les slides suivants dans la présentation. Au niveau du point 5, c'est le tableau de distribution, tableau divisionnaire comme on retrouve dans chaque logement, que ce soit une maison ou un appartement. Point essentiel, le point 6, c'est le compteur A plus A moins, qu'on va également dire compteur bidirectionnel ou compteur intelligent. Il est obligatoire pour toute personne qui désire installer des panneaux solaires en région de Bruxelles-Capitale. Ce compteur va permettre de calculer précisément ce que vous consommez du réseau et ce que vous renvoyez comme électricité sur le réseau. Et alors, les deux derniers points, les appareils électriques électroménagers, par exemple au point 7, et le point 8, le retour au réseau. Alors, les différents types de panneaux solaires photovoltaïques qui existent, ceux qui vont vraiment nous intéresser, nous, ce sont les deux premiers, les monocristallins et les polycristallins. Les monocristallins, ce sont les panneaux de dernière génération, les plus puissants, les plus chers par conséquent, mais ils sont faits à base d'une seule sorte de cristaux de cristallins, en fait. C'est la grande différence que vous avez avec le deuxième type, les polycristallins. Ils sont faits de plusieurs types de cristaux de silice. Et donc, eux, par contre, ce sont les panneaux de première génération. C'est ce qu'on vendait il y a plus de 10 ans, 15 ans. Et ils sont généralement beaucoup moins puissants que les monocristallins qu'on fait actuellement. Dans les devis qu'on voit actuellement, je peux déjà vous dire que ça fait 4-5 ans qu'on ne voit plus jamais des panneaux polycristallins qui sont proposés au public. Donc, généralement, dans les marchés, dans les stocks qui restent chez les installateurs, c'est toujours du monocristallin. Au niveau des deux autres types de panneaux, les panneaux 6 et les panneaux amorphes, ce sont des panneaux qui ne concernent pas les particuliers, ce sont pour des toitures beaucoup plus grandes, des toitures d'hangars industriels,
avec des coûts différents également. La technologie 6 est, elle, assez utile, je veux dire, par rapport à l'amorphe. Ils sont plus puissants. Les panneaux amorphes sont plutôt utilisés pour des toitures qui ont des formes un peu spécifiques et où il faut que le panneau épouse la forme de la toiture. Mais ces deux types de panneaux ne concernent pas les particuliers. Alors, au niveau de la première photo ici à gauche, on peut s'apercevoir qu'il y a deux types de panneaux. Celui à gauche, c'est un polycristallin, plutôt bleuté, et on voit donc qu'il y a plusieurs types de cristaux de silicium. Tandis que le panneau de droite, on observe qu'il y a un seul type de panneau, un seul type de cristaux de silicium. Il est tout à fait uniforme. Alors, lorsqu'on place des panneaux solaires sur une toiture inclinée, on va vous enlever quelques tuiles pour mettre des pattes de fixation et on va venir apposer des rails de fixation sur lesquels reposent les panneaux. Dans le cas d'une toiture plate, on va également mettre des socles en fait pour pouvoir incliner les panneaux et ne pas qu'ils soient mis à plat sur la toiture. Et généralement, dans ces cas-là, on les leste, soit avec des sacs de sable ou de gravier. On évite de fixer en fait les rails de fixation directement à la structure de toiture pour ne pas percer la membrane d'étanchéité. Deuxième chapitre, photovoltaïque, environnement et énergie. Alors, la durée de vie des panneaux, on dit plus ou moins 25-30 ans, avec une garantie de constructeur de 20 ans. Généralement, c'est ce qu'on voit dans les devis. Maintenant, il est tout à fait envisageable que les panneaux récents aillent plus loin que 25-30 ans. Il est possible que vous alliez jusqu'à 40 ans. Mais on n'a pas le retour actuel, évidemment, pour vous dire exactement jusque quand est leur durée de vie. Au niveau de l'onduleur, là, par contre, théoriquement, on dit qu'il y a un remplacement au bout de 15 ans. Ce qui est maintenant est un peu embêtant parfois dans les offres qu'on constate, c'est que les garanties sur les onduleurs sont assez faibles, de 5 à 12 ans maximum. Nous, ce qu'on aime bien vous dire chez HomeGrade, c'est de ne pas hésiter à demander une garantie au minimum de 10 ans, quitte à payer pour une extension de garantie si celle-là n'est pas trop chère. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant actuellement sur le marché des entreprises qui permettent aussi de restaurer les onduleurs, de les réparer. Ça a toute son utilité parce que parfois, la réparation de l'onduleur va vous coûter moins cher qu'un nouveau au bout de 15 ans. Au niveau de tout ce qui est capteurs, câbles et structures, ce sont du matériel standard et donc la durée de vie est de 30 ans ou plus. Alors, au niveau du recyclage, il faut savoir que la très grosse majorité des panneaux solaires photovoltaïques installés dans le monde sont à base de silicium cristallin. Alors, ces panneaux, de quoi ils sont composés? En majorité de verre. L'avantage du verre, c'est qu'il est recyclable. Ensuite, il y a une petite partie quand même en aluminium, surtout pour le cadre qui entoure le panneau. L'aluminium est également recyclable. Au niveau des cellules photovoltaïques, elles sont composées de silicium cristallin. Ce n'est pas tout à fait recyclable, mais c'est réutilisable dans certains cas. De même que pour toutes les connexions en cuivre et en argent. La seule, on va dire, petite partie problématique, c'est les petites parties plastiques qu'on peut retrouver dans les panneaux solaires. Elles sont peu importantes, mais il y en a. Et donc là, elles ne sont pas recyclables. Maintenant, s'il y a deux choses à retenir par rapport au recyclage et par rapport d'un point de vue environnemental au panneau solaire, c'est qu'un panneau solaire, c'est un matériel qui est non toxique, inerte, et la plupart de ses composants sont recyclables. Et selon plusieurs sources, dont le rapport de l'ADEME, qui en fait est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, les panneaux solaires photovoltaïques ne contiennent pas de terres rares. Alors les terres rares, ce sont des groupes de métaux dont l'extraction est source d'énormément de pollution. Ce type de métaux, on va les chercher où? Dans des pays en voie de développement et souvent dans des conditions environnementales peu recommandables. Et parfois, cette extraction peut effectivement être faite aussi par des mineurs. Donc, quand je dis mineurs, je ne dis pas des mineurs dans des mines, mais par des enfants. Donc, l'avantage avec les panneaux solaires, c'est que ça reste quand même une technologie relativement propre. Au niveau du recyclage, en Belgique, il existe une cinquantaine de points de collecte pour vos panneaux solaires en fin de vie. Alors, comment ça se passe? Généralement, dans les devis, vous avez une contribution environnementale de plus ou moins 2 € par panneau
lors de l'achat. Et donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, gardez bien vos devis ou vos factures quand vous achetez, quand vous installez des panneaux solaires. Comme ça, vous aurez la preuve que vous aurez payé cette contribution environnementale pour que l'organisme, en fait, c'est une ASBL, PV Cycle, vienne rechercher vos panneaux en fin de vie gratuitement. Il y a différents points de collecte, il y en a surtout en Flandre. À Bruxelles, je pense qu'il n'y en a que 2. Alors, au niveau de l'environnement, on peut aussi parler de la dette énergétique des panneaux solaires. Donc, qu'est-ce que c'est la dette énergétique? C'est le temps de retour énergétique. Comment est-ce que celui-ci se calcule? Ça sera l'énergie qui est nécessaire pour produire, fabriquer, transporter 1 kWh de panneaux solaires photovoltaïques qu'on va diviser par l'énergie produite par ce kWh de panneaux sur une année. Alors, les données ici datent d'il y a à peu près 4-5 ans. Pour produire 1 kWh de panneaux en Chine et le transporter jusqu'en Europe, on aura consommé 2500 kWh. Et la donnée théorique, c'est que chez nous ici, 1 kWh produit environ 1000 kWh par an. Si vous divisez 2500 par 1000, vous arrivez à 2,5 et donc vous avez un temps de retour énergétique en Belgique inférieur à 3 ans. Ce qui veut dire qu'après 3 ans, votre panneau solaire, il va produire plus d'énergie qu'on en aura consommé pour le fabriquer et le transporter. Alors ces données, j'ai trouvé des données un peu plus actuelles, donc selon des études faites en Allemagne en 2021. Ils ont démontré que le temps de retour énergétique pour des panneaux fabriqués en Chine et donc après qu'on retrouve en Belgique, la dette énergétique est de 1,26 ans. La moyenne européenne, c'est 1,28. Ça dépend évidemment de l'intensité lumineuse. Si on prend le cas, par exemple, de Catane en Italie, qui a un climat beaucoup plus doux et beaucoup plus ensoleillé que chez nous, on descend encore au niveau du temps de retour énergétique et donc on est à 1,05 ans. Le troisième point, le prix d'une installation, les différents types de soutien et subventions. Alors, quelques chiffres pour démarrer. Le prix d'achat, ici, qu'on a à Bruxelles, c'était encore il y a 1 an et demi, je vais dire entre 4 000 et 8 000 euros pour un particulier. Avec la crise énergétique qu'on vit actuellement, les prix ont sensiblement augmenté. Le prix va plus varier maintenant de 6 000 à 12 000 euros. Ça dépend évidemment du nombre de panneaux que vous mettez, de la puissance des panneaux, de la marque de ceux-ci et de la marque et de la puissance de l'onduleur. Au niveau de l'entretien d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques, il n'y a pas d'entretien. Donc ça, si vous les mettez sur une toiture inclinée, le fait qu'il pleuve et qu'il neige, ça va être auto-nettoyant pour les panneaux. Si vous les mettez sur une toiture plate, ça vaut la peine, je trouve, quelques fois par an, d'aller jeter un petit coup d'œil sur sa toiture plate pour être sûr qu'il n'y a pas des branchages, des feuilles ou autres qui restent sur les panneaux. Mais normalement, ça devrait pas se produire. Au niveau de l'économie d'énergie qu'on peut réaliser, là, ça dépend évidemment de votre part d'autoconsommation. Ici, les chiffres qu'on a, c'est de 1000 à 4000 kWh pour un ménage. Maintenant, il y a très peu de ménages qui vont pouvoir économiser 4000 kWh par an grâce à des panneaux solaires. Ça, c'est un chiffre vraiment présomptueux. Alors, au niveau des saisons, il est clair que printemps-été, ça va être les périodes où les panneaux vont produire le plus. On dit printemps-été, c'est plus ou moins 70% de la production annuelle des panneaux solaires. Automne-hiver, on tourne plutôt autour des 30%. Alors, au niveau de la place, de la surface disponible pour les panneaux solaires, pour que ça soit rentable, on a l'habitude de dire ici chez HomeGrid qu'il faut plus ou moins minimum 6 panneaux solaires pour que ça soit vraiment rentable. Alors, le minimum, le strict minimum, c'est d'avoir une installation de 2 kWh de puissance. En dessous de ça, nous, chez HomeGrid, on ne va pas vous garantir une rentabilité courte, entre guillemets. Ça, on ne va pas faire. Mais si vous mettez déjà 6 panneaux solaires, là, il n'y a pas de souci. Votre temps de retour sur investissement sera inférieur à 10 ans de toute façon. Alors, 1 kWh de puissance pour des panneaux, ça correspond à 5 à 7 mètres carrés de panneaux.
Actuellement, avec les nouveaux panneaux monocristallins de dernière génération, on est plus à 5 mètres carrés qu'à 7 mètres carrés. 7 mètres carrés, c'était plus pour les anciens panneaux plutôt polycristallins. Alors, au niveau des aides et des subventions en région de Bruxelles-Capitale, au préalable, il y en avait trois. Vous aviez l'aide à la production via les certificats verts. Donc, les certificats verts, ce sont des chèques verts électroniques qu'on vous remet. J'y reviendrai dans le slide suivant. Auparavant, vous aviez une aide à la consommation qui était ce qu'on appelait la compensation annuelle. C'était ce qu'on appelle vulgairement le compteur qui tourne à l'envers. En d'autres termes, si vous consommiez 1000 kWh du réseau, mais que vous renvoyez 1000 kWh provenant de vos panneaux sur le réseau, eh bien, les 1000 kWh que vous aviez pris du réseau, ils étaient gratuits. Ce type d'aide-là n'existe plus actuellement depuis 2020 et 2021 complètement à Bruxelles. Par contre, ce qui existe encore, c'est l'aide à l'investissement. Donc, il existe ce qu'on appelle un prêt éco-réno, anciennement le prêt vert bruxellois. J'y reviendrai plus tard également. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'au préalable à Bruxelles, vous allez avoir des certificats verts et la possibilité d'avoir un prêt éco-réno et que ces deux aides sont cumulables. Alors, au niveau des certificats verts, ça dépend de la production d'électricité des panneaux, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous avais dit auparavant, on va vous installer un petit compteur vert. Celui-ci va calculer en temps réel ce que produisent vos panneaux solaires et totalement indépendamment de votre consommation. C'est-à-dire qu'une belle journée d'été, il y a un index sur ce compteur de certificats verts qui va évoluer. Une fois par an, vous allez retranscrire cet index sur une base de données informatique et à partir de là, on va vous rétribuer des certificats verts de manière électronique. Il faut savoir que les certificats verts sont octroyés pendant 10 ans sans interruption une fois que vous avez fait certifier votre installation. Alors actuellement, le prix du certificat vert, il est plus ou moins à 85 € pièce. Ça dépend du marché, ça dépend de l'offre, de la loi et la demande. Donc ici, il y a encore un an, je pense qu'ils étaient à 94 €. Ici, ils ont un petit peu diminué, mais il faut savoir qu'il y a un prix minimum légal de 65 € auquel on ne peut pas vous le racheter en dessous. Donc, si du jour au lendemain, il n'y a plus de racheteurs de certificats verts, eh bien, l'État est obligé de vous les racheter à 65 €. Alors, pour 2023, ce qui change, par contre, c'est le taux d'octroi des certificats verts. Pour les petites installations inférieures à 5 kW de puissance, vous aurez 1,9 certificats verts pour 1000 kWh produits. Pour les installations un petit peu plus puissantes ou déjà même bien plus puissantes, de 5 à 36 kW de puissance, vous n'aurez plus que 1,8 certificats verts pour 1000 kWh produits. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avec ces certificats verts? C'est que ça vous garantit un temps de retour sur investissement d'environ 7 ans. Donc, si on prend rien que les certificats verts, on tourne autour des 6 ans et demi à 7 ans et demi en fonction de l'installation, sur le temps de retour sur investissement. Alors, après les certificats verts, comme je vous ai dit auparavant, il y avait une aide à la consommation, c'est la compensation, mais elle n'existe plus. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que peu importe que vous ayez des panneaux solaires ou pas, vous payez l'électricité que vous prélevez du réseau au prix plein, comme une personne qui n'a pas de panneaux solaires. Ça s'applique à tous les Bruxellois qui ont des panneaux solaires, peu importe s'ils ont une ancienne installation qui a 5, 10, 15, 20 ans ou qu'ils installent une nouvelle installation l'année prochaine. Plus personne n'a droit à la compensation. Par contre, ce qui est possible maintenant depuis un an, c'est de revendre votre excédent et votre surplus d'électricité à un fournisseur ou à un tiers. Et donc, ça, c'est une rente possible supplémentaire grâce aux panneaux solaires photovoltaïques. Au niveau de la tarification de l'électricité à Bruxelles, comme je vous ai dit, maintenant que vous ayez des panneaux solaires photovoltaïques ou pas, vous payez l'électricité qui vient du réseau comme tout le monde. Alors là, ça va dépendre de votre contrat. Si vous avez un contrat fixe actuellement, qui date de plusieurs années, vous avez de la chance et vous pouvez payer peut-être votre électricité à 20-25 cents, celle qui provient du réseau. Si vous avez un contrat variable,
vous n'avez pas de chance. Et c'est ce qui arrive à de plus en plus de personnes, hélas, et ça peut monter jusqu'à présent jusqu'à plus ou moins 60 cents le kilowattheure. Par contre, votre achat de votre surplus d'électricité, il dépend également de votre contrat. Donc, il y a des fournisseurs qui rachètent à un prix totalement dérisoire à 4-5 cents le kilowattheure d'électricité, mais il y en a qui rachètent ça à un prix tout à fait décent et même intéressant à 36 cents le kilowattheure. Alors, évidemment, si vous payez votre kilowattheure à 60 cents, on ne va pas vous le racheter à 4. Évidemment, les fournisseurs qui rachètent à 4 cents, le prix est un peu plus bas. Il n'est pas à 60 cents le prix du kilowattheure que vous achetez sur le réseau. Mais donc, en comptant en fait le surplus d'électricité que vous pouvez revendre, plus les certificats verts, nous, ce qu'on a tendance à dire chez HomeGrid, c'est d'installer le plus possible de panneaux sur sa toiture en fonction de la surface disponible et en fonction de votre budget, parce que vous serez toujours gagnant. Surtout que le prix de l'électricité ne va faire qu'augmenter dans les années à venir. Ici, il va peut-être diminuer l'année prochaine et l'année d'après, mais au final, si on prend à moyen terme ou à long terme, on n'aura plus jamais des prix de l'électricité comme on avait il y a 3-4 ans. Ça sera sans doute pas possible. Donc, on va vous inciter à placer le plus de panneaux solaires et au niveau financier, c'est de toute façon un bénéfice pour vous. Ici, j'avais prévu deux petits exemples chiffrés, mais je vais les passer pour être sûr d'avoir le temps de tout aborder dans ma présentation. Donc, le point 4, stratégie de dimensionnement et outils d'aide à la décision. Alors, au niveau de la stratégie, auparavant, quand il y avait encore la compensation, eh bien, là, on se disait, on va installer des panneaux pour produire plus ou moins la même chose que ce que je consomme. Sauf que comme il n'y a plus la compensation, ça n'a plus d'utilité de faire ça. Donc là, maintenant, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on propose? C'est de regarder simplement la surface disponible de votre toiture et votre budget disponible. Donc, si vous avez un budget, je ne vais pas dire illimité, mais que vous avez un budget conséquent, regardez la surface disponible et vous placez le plus de panneaux qui est possible. Alors, il y a des outils d'aide justement pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut faire avec sa toiture. Le premier, ça s'appelle la cartographie solaire de Bruxelles Environnement. Alors, ce n'est pas un outil de dimensionnement, c'est un outil de sensibilisation. Très facile d'accès, très facile à utiliser. Par contre, on doit vous mettre en garde, il y a parfois des bugs avec cet outil. Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, une terrasse soit prise en compte comme une toiture alors que c'est une terrasse qui est utilisée, ou alors un nombre de panneaux beaucoup trop important par rapport à ce qui est réellement possible. Donc, si vous utilisez cet outil, n'hésitez pas à revenir vers nous chez HomeGrid pour qu'on vous donne notre avis sur les résultats qu'ils vous proposent, parce que c'est parfois à mettre entre parenthèses. Un autre outil disponible, c'est un simulateur financier. C'est la paire. Donc aujourd'hui, il s'appelle Énergie Commune qui a mis cet outil en place. Ça se trouve sur leur nouveau site. Donc ça, c'est un outil un peu plus complet, un peu plus technique, je vais dire, que le précédent. Au niveau des stratégies, alors, stratégie de dimensionnement, à court terme, on a envie de dire qu'on pourrait mettre des panneaux de telle sorte que la production soit légèrement supérieure ou égale à la consommation. Dans ce cas-là, l'investissement est relativement modéré, donc c'est plutôt 6 000 à 12 000 euros, mais ça dépend évidemment de votre surface. Si vous mettez une installation inférieure à 5 kW de puissance, vous avez le meilleur taux d'octroi des certificats verts. Et donc, certificat vert plus autoconsommation, donc le fait que vous autoconsommez l'électricité que vous produisez, plus la revente du surplus, la rentabilité est la plus rapide et elle sera en moins de 7 ans. Ce qui veut dire que puisqu'on vous octroie des certificats verts pendant 10 ans, les 3 dernières années, c'est du pur bonus, c'est du pur bénéfice au niveau financier. Au niveau de la stratégie, on va dire plutôt à long terme, c'est on couvre au maximum la toiture de panneaux solaires. L'investissement sera plus important dès le départ, on sera à plus de 10 000 euros. Mais la réduction, elle est assez importante si on fait une grande part d'autoconsommation. Donc, la réduction sur votre facture sera plus importante et vous pourrez revendre plus d'électricité également. Alors,
Ici, je vous ai mis un exemple, mais ça ne concerne pas du tout les particuliers. Une installation de 36 kW crête, c'est un hangar industriel ou une énorme copropriété de plus de 100 logements, voire des écoles, une toiture d'un hôpital, ce genre de choses. Dans ces cas-là, le taux d'octroi des certificats verts diminue légèrement, il est à 1,7. Alors, le temps de retour sur investissement pour 2023, il sera quasi égal en fait, que vous ayez une petite installation ou une grande par rapport au certificat vert, parce qu'en fait, ils ont diminué le taux d'octroi et les taux d'octroi sont très semblables. C'est 1,9, 1,8 et 1,7. Donc, c'est très, très semblable et il n'y aura pas vraiment de grande différence dans le temps de retour sur investissement. Par contre, plus vous maximisez votre toiture, plus vous ferez des économies d'énergie, donc plus il y aura des économies financières aussi à long terme, car vous aurez la possibilité aussi de voir venir au niveau de toutes les futures utilisations d'électricité, par exemple un scooter, une voiture électrique, un vélo électrique. Il y a même la possibilité de produire son eau chaude avec les panneaux solaires photovoltaïques dans certains cas. Et donc, vous augmenterez votre part d'autoproduction. Alors, au niveau du financement, la façon la plus intéressante, c'est de le faire sur fonds propres à Bruxelles. Donc là, je vous répète, 3 gains possibles si vous faites sur fonds propres. Vous diminuez vos consommations d'électricité puisque vous allez consommer une part directement de l'électricité provenant des panneaux. Deuxièmement, vous allez avoir les gains via les certificats verts. Et troisièmement, la revente de votre surplus d'électricité. Si jamais vous n'avez pas les fonds propres, il y a toujours moyen de faire une bonne affaire, c'est via le prêt Ecoréno, via le fonds du logement. Donc, c'est un prêt qui peut être à 0 ou 1% au niveau du taux d'intérêt. Aucune banque ne fait des taux aussi avantageux. Vous pouvez emprunter un montant maximum de 25 000 euros. C'est bien au-delà d'une installation de panneaux solaires pour un particulier. Et en plus, c'est remboursable en 10 ans, sans frais supplémentaires. Alors, si vous n'êtes pas éligible au prêt Ecoréno pour diverses raisons, il vous reste la possibilité de faire un emprunt bancaire, mais là, faites bien attention au taux d'intérêt que proposent les banques. Et la dernière solution, c'est le tiers investisseur. Alors, le tiers investisseur, c'est intéressant seulement si les 3 premières solutions ne sont pas d'application. Pourquoi? Parce que le tiers investisseur, c'est vrai, il va vous placer des panneaux solaires gratuitement, mais il va se rétribuer grâce aux certificats verts. C'est-à-dire que tous les certificats verts seront pour lui. Et depuis 2022, il y a une condition en plus, c'est qu'il reprend votre surplus d'électricité également à son compte. Donc, c'est lui qui va pouvoir revendre le surplus d'électricité et se faire des gains en plus là-dessus. Donc voilà, tiers investisseur, intéressant seulement si les 3 premiers cas ne sont pas possibles. Alors, comment booster son autoconsommation et augmenter son indépendance énergétique? Il faut profiter de l'énergie solaire. Donc, première chose, diminuer ses consommations d'énergie. Vous avez sans doute déjà entendu ce slogan, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, consommer en journée pendant les pics de production solaire. Pour ce faire, c'est relativement simple. Il faut paramétrer vos gros électroménagers type lave-vaisselle, sèche-linge, machine à laver pendant les pics de production solaire, c'est-à-dire entre 10h et 15h30, 16h l'hiver et entre 9h et 19h l'été. Maintenant, essayez aussi de les espacer dans le temps. Ne mettez pas 3 électroménagers le même jour au même moment. Peut-être qu'on en met un chaque jour de la semaine ou alors on les diffère en fonction de la journée. On en met un à 10h, un à midi et demi et un à 15h30, par exemple. Le but, c'est qu'en fait, vous puissiez toujours avoir de l'électricité pour des électroménagers qui consomment non-stop, tels que votre frigo, votre congélateur, ou si vous travaillez à domicile, que vous avez besoin de lumière ou que vous avez que vous avez du chauffage à l'électricité, il faut pouvoir différer un petit peu votre consommation d'électricité. Alors, il y aura une possibilité en plus, c'est produire son eau chaude via le solaire photovoltaïque.
Ça va dépendre de beaucoup de choses. La première chose, c'est que ça va dépendre en fait de quel système dont vous disposez pour chauffer votre eau chaude sanitaire. Si vous êtes au gaz actuellement, on va avoir tendance à vous dire de rester au gaz avec une chaudière au gaz à consommation, une chaudière au gaz à condensation ou un chauffe-eau au gaz étanche, par exemple. Alors, il vaut mieux rester sur cette technologie-là et ne pas investir dans un système de production d'eau chaude à l'électricité. Par contre, si vous avez un simple boiler électrique, là, ça sera utile. Je vais y revenir au slide suivant. Et alors, il y a une autre possibilité, c'est les batteries. Stocker votre électricité via les batteries. Je vais y venir dans les slides suivants également. Alors, chauffer son eau chaude sanitaire avec des panneaux solaires photovoltaïques. C'est possible. C'est surtout intéressant pour les gens qui ont un boiler électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le boiler électrique, il consomme de l'électricité au départ du réseau. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un petit appareil dit intelligent, ça s'appelle un PV heater. Il y a des marques qui en proposent également, mais qui n'appellent pas ça PV heater. Le prix est de plus ou moins 1500 euros pièce, mais ça va valoriser votre surplus de production. C'est-à-dire qu'une fois que vos électroménagers ont consommé l'électricité, mais qu'il vous en reste, vous utilisez ce surplus pour préchauffer, voire chauffer votre eau chaude sanitaire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est un petit boîtier intelligent qui va, au lieu que le surplus d'électricité parte sur le réseau, il va le dévier vers votre boiler électrique. Maintenant, si vous avez une chaudière au gaz à condensation, mais que vous avez un ballon de stockage, ça va dépendre en fait de votre contrat d'énergie. Si vous revendez votre surplus d'électricité à 30 cents le kilowattheure, mais que le gaz que vous consommez, vous le payez à 25 cents, il vaut mieux quand même consommer financièrement votre gaz à 25 cents pour chauffer votre eau chaude et revendre à 30 cents votre kilowattheure d'électricité. Par contre, si c'est l'inverse, si votre kilowattheure d'électricité que vous revendez est moins cher que votre kilowattheure de gaz que vous consommez, alors vous pouvez insérer une résistance électrique dans votre ballon de stockage pour alimenter, préchauffer, voire chauffer votre eau chaude sanitaire d'abord avec l'électricité et quand il n'y aura plus assez d'électricité, la chaudière prendra le relais. Attention qu'avec ces systèmes intelligents, ça fonctionne évidemment qu'en journée, quand il y a du soleil et donc quand les panneaux produisent de l'électricité. Et il faut toujours un backup réseau si pas assez de soleil pour, par exemple, les gens qui ont un boiler électrique. Donc, votre boiler électrique doit tout de même être lié au réseau. Alors, au niveau des batteries, chez HomeGrade, on n'est pas encore tout à fait pour les batteries à Bruxelles, tout simplement parce qu'actuellement, elles sont encore fort chères. Donc, on a plus de 6 000 euros généralement. On en voit, mais des plus petites qui sont à 4 500, 5 000 euros, mais voilà, elles n'ont pas une capacité de stockage très importante. Leur rendement n'est pas bon, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez de l'électricité photovoltaïque sur votre batterie, c'est pour le soir même, la nuit, voire le lendemain. Mais il n'est pas possible de stocker, par exemple, l'été pour consommer l'hiver. Ça, c'est absolument pas encore faisable d'un point de vue technologique. Et alors, c'est plutôt limité aux consommations d'été sous nos latitudes, parce que l'hiver, vous n'allez pas produire suffisamment pour alimenter tous vos électroménagers, à diminuer votre consommation d'électricité, plus encore remettre sur votre batterie. Une journée comme aujourd'hui où il y a du brouillard et où il fait gris, vous mettez quasi rien sur votre batterie. Ou alors il faut vraiment surdimensionner énormément votre installation et avoir vraiment beaucoup de panneaux. Et prendre en compte aussi le temps de retour sur investissement. Si vous investissez dans les panneaux solaires plus une batterie, votre temps de retour sur investissement il sera plutôt de 15-20 ans. Alors, comment réaliser son projet de panneau solaire avec les démarches administratives? Première chose, avant de placer les panneaux, il faut un peu évaluer son profil énergétique actuel et futur. Surtout voir, voilà, qu'est-ce qui consomme de l'électricité chez moi? Est-ce que mon ménage va s'agrandir? Est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont arriver dans le futur? Est-ce que je vais changer certains modes de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire? Est-ce que je vais avoir une voiture électrique, un vélo électrique ou autre? Il faut un peu voir ce que vous allez faire dans les années à venir. Réduire ses consommations d'électricité au maximum, évidemment.
Et alors, comme je vous ai dit déjà auparavant, déplacer les périodes de consommation en journée pour les gros électroménagers. Analyser son potentiel de toiture, par exemple avec les outils que je vous ai présentés là tantôt. Et vous pouvez revenir vers nous pour qu'on vous aide également à analyser le potentiel de votre toiture. Voir auprès de la commune s'il ne faut pas un permis d'urbanisme. La règle de base, c'est toute modification visible de l'espace public demande permis d'urbanisme. Donc, si votre toiture est visible de l'espace public, il pourrait avoir un permis d'urbanisme qui soit demandé pour installer des panneaux. Normalement, dans plus de 90% des cas, les communes à Bruxelles n'embêtent pas pour placer des panneaux solaires photovoltaïques. Maintenant, attention, si vous avez un bien classé, ça risque d'être compliqué. On va faire un exemple qui va parler à tout le monde. On ne va pas avoir de permis d'urbanisme pour placer des panneaux solaires sur les toitures de la Grand Place de Bruxelles, sur la maison Horta ou sur le palais Stockley. C'est évident. Alors, demandez plusieurs devis. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est que vous demandiez au moins 3 devis pour avoir une bonne comparaison au niveau du nombre de panneaux, au niveau des technologies qu'on vous propose et au niveau du prix. Et on peut analyser et comparer ces devis avec vous chez HomeGrid. Ensuite, demandez un prêt éco-réno si c'est utile dans votre situation. Après le placement, il ne faut pas oublier qu'on venait obligé à Bruxelles d'installer le compteur bidirectionnel, donc le compteur intelligent. C'est Sibelga qui vient le placer. C'est gratuit pour les gens qui placent des panneaux solaires. Bien souvent, l'installateur prévoit en fait le rendez-vous dans son devis. Donc, c'est eux, parfois l'installateur, qui contacte Sibelga pour fixer le rendez-vous pour venir vous placer ce compteur. Une fois que les panneaux sont installés, il y a aussi le contrôle de conformité de l'installation électrique, ce qu'on appelle le contrôle RGIE, fait par un organisme agréé. Ensuite, indispensable pour pouvoir bénéficier des certificats verts, la certification de l'installation. Si vous avez une installation inférieure, de puissance inférieure à 10 kVA, l'organisme certificateur agréé ne se déplace même pas. Il va juste vous demander de lui envoyer votre attestation du contrôle RGIE. Par contre, si votre installation fait plus de 10 kVA, un organisme certificateur agréé doit se déplacer et doit venir faire la certification sur place. Et pour finir, négocier avec votre fournisseur votre contrat de rachat de votre surplus d'électricité. Si vous n'êtes pas content avec le prix qu'il vous propose, vous pouvez légalement aller voir ailleurs, également. Aller voir auprès d'un autre fournisseur pour voir si on ne vous propose pas plus. Alors, chapitre 7, de manière assez succincte, on va aborder une nouveauté, les communautés et le partage d'énergie. Alors, depuis avril 2022, il est légalement possible pour un producteur d'électricité renouvelable de partager son surplus d'électricité avec d'autres logements, d'autres habitations en région de Bruxelles-Capitale. Il y a 3 types de partage possibles, soit de pair à pair, c'est-à-dire de particulier à particulier. Exemple assez simpliste, vous disposez d'une maison, vous mettez des panneaux solaires sur votre toiture et vous vous entendez bien avec votre voisin, mais lui, il n'a pas les fonds propres pour investir dans les panneaux solaires et donc il se dit, ben voilà, tu pourrais me revendre ton surplus d'électricité ou me le partager gratuitement. Les deux choses sont possibles. Donc ça, c'est le premier cas, c'est de pair à pair. Le deuxième cas de figure, c'est au sein d'un immeuble, donc typiquement au sein d'une copropriété. Soit l'ACP met des panneaux solaires et on partage la production entre tous les appartements, soit un ou l'autre copropriétaire met des panneaux solaires et on partage l'électricité entre un ou plusieurs appartements, soit tous aussi, c'est possible. Et le troisième cas de figure, c'est la communauté d'énergie au sens même. Donc là, il y a un ou plusieurs producteurs locaux. Ça peut être une ASBL, une coopérative, bâtiment public, école, hôpital, ça peut être un commerce et qui veulent partager leur surplus d'énergie à l'échelle du quartier avec d'autres commerces ou avec les habitants. Il y a plusieurs communautés d'énergie qui ont déjà vu le jour à Bruxelles. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est souvent des grandes toitures. Donc, il y a des écoles qui mettent des panneaux solaires. Et le mercredi après-midi et le week-end, il n'y a évidemment pas de consommation d'électricité. Et donc, ils partagent ce surplus d'électricité avec les voisins du quartier.
Et là aussi, le prix peut être décidé soit gratuitement, soit à un prix tout à fait abordable. Alors, quels sont les principes de base? C'est qu'au minimum, il y ait un producteur d'énergie renouvelable qui partage son surplus d'électricité. Deuxième point, un ou plusieurs consommateurs de cette énergie renouvelable, évidemment. Obligation de placer un compteur intelligent pour chaque participant. Donc, rappelez-vous, ce compteur intelligent, compteur bidirectionnel, est obligatoire pour celui qui met les panneaux solaires, mais il l'est également pour celui à qui il va partager son électricité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des calculs sur les compteurs. Tous les quarts d'heure, ces compteurs vont calculer ce que le détenteur des panneaux va réinjecter sur le réseau, et celui qui bénéficie du partage va piocher sur le réseau à ce moment-là. L'énergie qui est partagée, elle doit être consommée en temps réel. C'est pour ça qu'on doit mettre un compteur intelligent. Un point essentiel aussi, c'est que maintenant, si vous faites du partage d'énergie, il y a deux factures. Vous avez toujours votre facture de consommation d'énergie qui provient du réseau via votre fournisseur, comme auparavant. Et ensuite, vous avez une nouvelle facture de consommation d'électricité provenant du partage, donc avec le prosumeur, le producteur d'énergie verte qui la partage. Alors, si vous êtes intéressé par le partage d'énergie, il y a Énergie Commune, qui est l'ASBL, qui a été désigné facilitateur communauté partage d'énergie en région de Bruxelles-Capitale et qui travaille sur ce domaine pour Bruxelles Environnement. Vous pouvez les contacter directement via un formulaire en ligne qui se trouve sur les deux liens ici suivants. Donc, sur ces deux liens, vous aurez directement accès au formulaire. Si vous avez un petit souci pour remplir ce formulaire, chez HomeGrid, on peut vous aider à le compléter. Mais normalement, rien de compliqué. Et alors, il y a deux autres acteurs aussi dans les communautés d'énergie, partage d'énergie. C'est Sibelga, qui vient installer les compteurs intelligents. N'hésitez pas à consulter leur site Internet. Il est très bien fait par rapport aux communautés d'énergie. Ils expliquent tout relativement en détail. Et le dernier, je vais dire intervenant, c'est Brugel, qui est le régulateur du marché du gaz et de l'électricité en région de Bruxelles-Capitale. Eux doivent approuver le projet seulement dans le cas d'une communauté d'énergie. Donc, pas dans le cas pair à pair ou dans le cas d'un même immeuble, mais dans le cas d'une communauté d'énergie, Brugel doit donner son aval. Voilà, j'ai parcouru tout ce dont je voulais vous parler et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses maintenant. Waouh! En tout cas, merci Jimmy pour ce bel exposé qui nous permet de mieux comprendre tout l'intérêt du photovoltaïque et qui, je suis sûr, aura fini par convaincre ceux et celles qui hésitaient encore à en placer sur les toits bruxellois. Alors, d'une manière générale, on va passer à la session de questions-réponses. Il y a plus de 50 questions. D'abord, il y avait plus de 110 participants aujourd'hui, ce qui est déjà un beau chiffre. On a plus d'une cinquantaine de questions. J'en ai vu passer certaines. Jimmy, si tu es d'accord, je propose qu'on fonctionne un peu en binôme. Comme ça, Ouais. je réponds à quelques questions, puis toi aussi, et ça te permet un peu peut-être de t'hydrater un petit peu parce que c'était un bel exposé où tu nous as expliqué énormément de choses intéressantes. Alors, rapidement, je vais passer les questions. Donc, est-il conseillé d'installer des panneaux juste au-dessus d'une chambre? Il n'y a aucune interdiction à le faire. On n'a pas d'études scientifiques qui diraient qu'il y a des problèmes d'ombre ou des choses comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait déconseillé de le faire. Alors, ma maison est orientée est-ouest. J'ai un toit incliné à l'est, un morceau de toit plus plat, un plat incliné. Où devrais-je placer mes panneaux? Où dois-je placer mon onduleur pour ensemble? Ou bien un onduleur par pan de toit ou un par panneau? Jimmy, tu veux répondre à celle-ci ou je m'en occupe? Oui, pas de souci. Alors, l'orientation est-ouest est très bonne, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous n'êtes pas plein sud, mais vous allez commencer à produire de l'électricité tôt le matin et tard le soir en été, en ayant aussi un pan de toiture à l'ouest. Donc ça, c'est pas un problème selon nous. Ou alors, vous avez aussi un morceau de toit plat.
Où devrais-je placer mes panneaux solaires PV? Ça, je vous propose de nous envoyer une demande d'accompagnement et on va vraiment regarder avec vous combien de panneaux sur quel pan de toiture. Dois-je placer un onduleur pour l'ensemble ou bien un onduleur par pan de toiture? Normalement, c'est un onduleur par installation, mais pas du tout par pan de toiture. Non. Et par panneau, il existe maintenant des nouvelles technologies avec des micro-onduleurs par panneau et qui disent qu'il pourrait se passer d'un onduleur centralisé. On n'en est pas sûr que ça fonctionne aussi bien et on va aller au mois de janvier. Plusieurs conseillers de chez HomeGrid vont aller à un salon du photovoltaïque, voir un petit peu ce qu'il en est. Là, pour le moment, nous, on reste sur la technologie un onduleur centralisé pour une installation. Super, merci Jimmy. Est-il possible d'installer des panneaux sur les toits d'un bâtiment composé d'appartements? Bien évidemment, Jimmy en a parlé lors de son partage d'énergie. C'est tout à fait possible, à discuter en copropriété. Ce n'est pas une décision qui se fait unilatéralement, mais ça peut se faire. Il faut en parler en copro et ensuite contacter le facilitateur partage d'énergie pour voir comment répartir intelligemment cette production sur le toit. Y a-t-il des PV monocristallins de tailles différentes? Oui, il existe différentes tailles, même si d'une façon standard, la plupart des devis qu'on voit sont des panneaux qui font à peu près 1,70 m sur 1 m, mais il existe différentes tailles en fonction des fournisseurs. Si on souhaite changer la toiture quand les panneaux sont déjà placés, est-il possible de retirer les panneaux et de les remettre facilement? Jimmy? Oui, hein, il y a donc facilement, tout est relatif, hein, c'est l'entreprise qui a placé les panneaux qui doivent les enlever. Ne les faites pas vous-même, surtout si vous n'avez pas de compétences en électricité. Moi, personnellement, je ne le ferai pas moi-même. Mais donc, il est possible d'enlever les panneaux. D'où l'interrupteur CC qui permet de couper l'alimentation en électricité provenant des panneaux au niveau sécurité. Maintenant, le problème, c'est de stocker les panneaux. Il faut un endroit pour les stocker. On ne les met pas sur la pelouse de son jardin comme ça, évidemment, hein. Donc ça, c'est la problématique, mais sinon, au niveau technique, c'est possible. Super. Est-il possible de répartir la production entre plusieurs copropriétaires? Oui, on en a parlé, partage d'énergie. Passons à la question suivante. J'aimerais revendre mon surplus en journée à mon voisin car je travaille. Comment ça se passe? Alors, comment seront taxés mes gains? Contactez le facilitateur partage d'énergie qui répondra à toutes ces questions. Est-ce que les certificats verts seront abolis et est-ce qu'il y a d'autres fabricants que les Chinois? Jimmy? Alors, les certificats verts. Donc là, j'ai peut-être pas insisté là-dessus. Une fois que vous faites certifier votre installation, vous avez des certificats verts pendant 10 ans. Alors, on est bien conscient qu'il y a une autre région en Belgique, plus au sud, où il y a eu des gros soucis par rapport aux certificats verts. Bruxelles a pris l'exemple, n'a pas pris l'exemple de la Wallonie et a été un peu proactif à ce niveau-là. C'est qu'ils ont diminué déjà depuis 7-8 ans chaque année le taux d'octroi des certificats verts pour éviter qu'on arrive à une bulle de certificats verts comme ce qui s'est passé en Wallonie. Et donc, c'est pour ça que les taux ont tendance à diminuer. Mais par contre, une fois que vous faites certifier votre installation, le taux en vigueur à ce moment-là est valable pour 10 ans. Votre taux ne change pas. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres fabricants que les Chinois? Oui, bien évidemment. Il existe des panneaux européens. Maintenant, j'aime bien mettre en garde les gens quand ils me disent je veux que des panneaux européens. Il y a des marques européennes, mais parfois les panneaux sont quand même faits en Asie. Mais il existe des marques européennes avec panneaux produits en Europe. Je pense qu'il existe même une marque belge. Super, merci Jimmy. Est-il avantageux de faire appel à une compagnie tiers investisseur? Alors Jimmy en a rapidement parlé. C'est avantageux, ça dépend. S'ils le font, ils ne le font pas gratuitement, c'est qu'ils vont gagner de l'argent sur l'installation. Nous, on préfère que l'argent soit dans la poche des Bruxellois plutôt que dans un tiers investisseur. Mais je pense que ça a déjà été abordé précédemment. Pour une installation de 5 kW crête, on estime à combien le revenu des CV? Alors, de tête, je dirais 726 euros. Non, c'est une blague. J'ai fait un petit calcul quand même. Donc, 5000 kW crête avec une production d'environ 90%. Donc, on serait à 4500 kWh produits avec un taux d'octroi à 1,9 certificats verts par mégawattheure. On serait à 8,55 certificats verts par an à un prix de 85 euros, environ le prix du marché actuel, on serait à 726 euros. On peut faire le calcul en mettant des certificats verts à 65 euros, qui est garanti par l'État, et on obtient
comme ça, là, de tête, 555,75 €. Pas de tête, merci la calculatrice. Donc voilà pour la question 10. Question 11. Comment pouvons-nous être sûrs que le régime de taxation ou que les certificats verts ne vont pas changer dans les prochaines années? Cela impacte fortement le retour sur investissement. Jimmy, toi qui as des contacts réguliers avec Bruegel. Alors, comme je vous ai dit, le taux d'octroi, il va changer, il va peut-être encore diminuer en 2024. Mais donc, c'est pour ça que plus vous le ferez rapidement, plus ça sera rentable. Donc ça, le taux d'octroi, il peut changer. Je ne vais pas vous dire qu'il peut changer vers le haut, parce que même si ça a été le cas en 2022. En 2022, ils avaient rehaussé le taux d'octroi des certificats verts par rapport à 2021, mais ici, en 2023, ils le diminuent énormément. Voilà, ça, on ne peut pas prévoir et il va diminuer à terme. Je vais dire, dans 20 ans, il n'y aura plus de certificats verts pour les nouvelles installations. Ça, c'est clair, quoi. Il ne faut pas aller jusqu'à 20 ans. Dans 10 ans même, peut-être moins, il n'y aura plus de certificats verts. Et au niveau de la tarification de l'électricité, non, ce n'est pas le cas, hein. C'est juste régime de taxation sur les certificats verts. OK, Voilà. voilà. Question 12. Les certificats verts. Le taux est fixé à date du RGIE. C'est le contrôle électrique qui détermine la date pour laquelle le taux est fixé. Donc, si votre RGIE a lieu au 31 décembre de cette année, vous êtes sur l'ancien taux pour les 10 prochaines années. Si c'est au 1er janvier 2023, vous serez au nouveau taux pour les 10 prochaines années. Pour les petites installations, hein, de moins de 10 kVA. Oui, le taux, oui. Mais le Ouais, taux, parce que si vous êtes au-dessus de 10 kVA, en fait, ce n'est pas le contrôle RGIE qui fait foi, mais la visite du certificateur. certificateur, Ouais, l'organisme de contrôle ouais. agréé. Question 13. Quels sont les fournisseurs qui rachètent le mieux dans l'injection, autrement dit les plus rentables? Malheureusement, on ne peut pas vous donner nom de Non. fournisseur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais je vous invite à aller sur deux sites, le site de la CREG et aussi le site osercomparer.be. C'est très clair et c'est très très clair. Là, vous verrez qu'il y a des différences, comme je vous l'ai dit, extrêmement importantes en fonction des fournisseurs et donc ça vaut la peine d'aller voir Je fais un coup de pub pour un partenaire, une autre ASBL, Inforgazelec, aussi. que vous pouvez contacter. Euh, 14. Le rachat du surplus doit se faire auprès d'un fournisseur avec lequel on a conclu un contrat d'approvisionnement. Alors non, c'est automatique pour les petites installations. Automatiquement, quand vous produisez, il y a des tarifs qui s'appliquent pour ce qu'on appelle l'injection. N'hésitez pas à regarder le site de votre fournisseur. 15. Vous suggérez de placer un maximum de PV. Par ailleurs, j'ai entendu parler de placer la quantité égale à l'autoconsommation. Quel est votre avis? Jimmy l'a bien dit, mettons-en le plus possible. Ça dépend du budget de la place disponible, mais notamment à titre d'exemple personnel, j'ai des panneaux sur mon toit. Jimmy en a parlé, la production est très faible en hiver, et donc plus j'ai de panneaux, plus ma production sera importante en hiver et plus elle commencera à répondre à une partie de mes besoins. Mais elle est généralement largement insuffisante pour répondre aux besoins. Et le surplus que ça va engendrer en été lié à une installation plus importante que nécessaire sera de toute façon revendu. Donc on reste sur l'idée qu'il faut mieux en mettre le maximum en région bruxelloise. Quid des copropriétés de 12 appartements avec un toit de 136 mètres carrés par rapport au millième? Je vous renvoie vers le facilitateur partage d'énergie qui vous aidera à mettre en place la meilleure installation possible pour répondre aux besoins de tous les occupants. Avez-vous des pistes ou des retours quant aux moyens techniques ou aux habitudes pour augmenter son autoconsommation dans le résidentiel? Jimmy t'en a parlé, tu rajoutes autre chose ou Les pistes donc, pour augmenter son autoconsommation, l'autoconsommation? non, c'est votre sèche-linge, votre machine à laver, votre lave-vaisselle pendant les pics de production solaire. Donc, dans le futur, si maintenant vos électroménagers que je viens de citer ne sont pas paramétrables à l'avance, c'est un peu dommage. Maintenant, je ne vais pas vous dire de changer vos électroménagers et de dépenser 1000 euros pour une nouvelle machine à laver, un nouveau sèche-linge. Non, mais il faut essayer de les faire pendant les pics de production solaire. Et alors, si votre contrat d'énergie, d'électricité est favorable, peut-être préchauffer votre eau chaude sanitaire. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend surtout de à combien vous allez revendre votre surplus d'électricité.
Super, merci Jimmy. Question 18. Qu'en est-il de la taxe prévue à l'installation? Nous n'en avons pas entendu parler en région bruxelloise. Comme l'a dit Jimmy, c'est une compétence régionale et c'est vrai que ça existe en Wallonie, peut-être en Flandre, mais en tout cas, on n'en parle pas à Bruxelles. Jimmy, sauf si j'ai dit une bêtise, Non, non, pas à Bruxelles, non. Parfait. Question 19. Pour info, les tiers investisseurs viennent d'abandonner leur contrat avec la baisse des certificats verts. C'est possible, c'est une info à vérifier. Euh, J'ai pas entendu non plus, mais c'est possible. Mais donc, elles viennent ça, d'abandonner leur contrat ça- avec ça- la baisse des ça certificats. veut Mais dire quel qu'ils vont. contrat? Non, je pense que la remarque est peut-être que pour les installations qui ne sont pas extrêmement rentables, les tiers investisseurs vont plus se fatiguer à réaliser des installations. Ils ne feront que des installations extrêmement rentables, style toiture plate, grande surface, et pas de problème pour faire les raccordements. Je pense que c'est plutôt ça que ça veut dire et que les Ouais, ok. petites, effectivement, et nous on l'a constaté chez HomeGrade, les petites installations, les tiers investisseurs sont moins intéressés pour les petites installations de 6, 7, 8, moins de 10 panneaux, ça ne les intéresse plus parce que ce n'est pas assez rentable et juteux comme solution. Ils préfèrent faire des grosses installations. Question 20. Les fonds propres, c'est plus intéressant, oui, mais c'est seulement en opposition avec le tiers investisseur, car le prêt éco-réno est tout à fait compatible avec les CV. Oui, Oui. le prêt éco-réno est compatible avec les CV. Oui. Je pense que c'est une question de clarification. Donc oui, si on prend un prêt éco-réno, on a le droit au CV, et donc c'est comme si on avait des fonds propres. C'est juste qu'avec un prêt éco-réno, on a peut-être un taux, disons, un intérêt à payer, ce qu'on n'a pas dans le cadre de fonds propres. Peut-on garder son compteur jour-nuit en parallèle de l'installation de PV? Oui. Bien évidemment. Et d'ailleurs, les compteurs A plus A moins proposent de toute façon le compteur jour-nuit. Il faut remplacer son compteur, hein. On peut avoir la comptabilité jour-nuit, mais on ne peut pas avoir un compteur qui tourne à l'envers. Ça, Jimmy l'a bien expliqué. Il faut que ce soit un compteur qui permet de voir l'injection et ce qui est tiré sur le réseau. Et on peut avoir une facturation jour-nuit si nécessaire. 22. Depuis le Covid, j'ai l'impression que les devis deviennent n'importe quoi. Oui, j'avais lu la question. Alors, il n'y a pas d'encadrement qui est prévu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous signez un contrat avec une entreprise, vous signez avec toutes les clauses qui sont indiquées. Pour des problèmes contractuels avec un entrepreneur, je vous envoie plutôt vers des associations d'aide aux consommateurs, style Test Achat ou autres, qui pourront vous aider et vous conseiller à ce niveau-là. HomeGrade, nous, on n'a pas de on n'intervient pas dans les relations contractuelles que vous pouvez avoir avec un fournisseur, mais on est bien conscient que les délais sont extrêmement longs. On analyse des devis pour des installations au mois de mai ou au mois de juin de l'année prochaine, et avec effectivement des possibilités de dire, ah, mais si je n'ai pas ce matériel-là, je vous mettrai l'équivalent. Après, il y a toujours la possibilité pour le client de dire, bah non, ça ne m'intéresse pas, et dans ce cas-là, je préfère mettre fin au contrat. 23, si chauffage au gaz. Ah, zut, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. T'as partagé autre chose. Si chauffage au gaz avec un ballon, n'est-il pas pertinent si on a des panneaux de changer avec un ballon thermodynamique? Jimmy, je te laisse répondre. Non, non. Donc, ce que vous devez prendre en compte actuellement, c'est que on oublie panneaux solaires. 1 kWh de gaz reste 2 à 2,5 fois moins cher qu'1 kWh d'électricité. Donc, si vous avez une chaudière au gaz à condensation relativement récente, avec un ballon de stockage, restez avec ce type de système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, tout simplement aussi parce que le ballon thermodynamique, ils ne sont pas facilement connectables avec ce que j'ai dit comme appareil, le PV heater, un petit système smart intelligent qui va prendre le surplus d'électricité et le renvoyer vers le ballon thermodynamique. Le ballon thermodynamique, en plus, est cher. Et pour en hiver, quand on aura besoin de plus d'eau chaude qu'en été, les panneaux solaires photovoltaïques produisent de toute façon moins d'électricité. Donc, ce n'est pas pertinent si vous avez une chaudière récente. Maintenant, si votre chaudière a 30 ans avec un rendement de combustion qui n'est pas terrible, là, vous pourriez passer à un ballon thermodynamique, mais peut-être que ça serait plus utile de passer à une nouvelle chaudière au gaz à condensation.
Merci Jimmy. Bon, on me dit dans l'oreillette que effectivement il est 13h31, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé l'heure qui était allouée pour le webinaire. Il y a encore énormément de questions. Ce que je peux garantir à toutes les personnes qui sont là, c'est que vous aurez une réponse. Jimmy et moi, on va se répartir les questions pour que vous ne soyez pas sans réponse suite aux questions que vous nous avez posées sur ce webinaire. Désolé pour ceux qui étaient intéressés par une question qu'ils ont vue apparaître. N'hésitez pas à nous l'envoyer, on vous y répondra. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci Jimmy pour toutes tes explications. Merci aussi au traducteur ainsi qu'à l'équipe support, Florence particulièrement, Ariette qui a réalisé tout le planning des webinaires et donc sans qui nous ne pourrions pas vous proposer ces présentations. Merci à vous tous d'avoir assisté et n'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires qui sont proposés par HomeGrade. La semaine prochaine, mardi 6 décembre, nous accueillerons Monsieur Simon Beaujean de chez Écorce, qui nous expliquera pourquoi la biodiversité est si importante en milieu urbain et comment lui donner une place. Une dernière chose, n'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction, cela ne prendra que quelques minutes. Faites-nous des suggestions sur les points à améliorer et les éventuels sujets à approfondir dans des prochains webinaires. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Charles. Merci Jimmy.